Présentation du livre Nchikamanu, L'art de l'autre, précis de civilisation Congo de Olivier Bidunga, aux éditions Amalté. Préface. L'on m'a confié la tâche de présenter ce livre à ses lecteurs. Mais je ne suis pas le lecteur à qui s'adresse l'auteur. Je suis une comparse, personnage muet d'une pièce de théâtre, à qui l'on a donné la parole. Toutefois, une certaine convergence est possible. L'ethnologue que je fus dans une autre vie a voulu comprendre des cultures autres et l'écrivain éloigné de son pays veut approfondir sa culture. Un livre nourri de tant de souvenirs, surgi d'une si longue méditation, ne peut être le fruit du hasard. Et pourtant, c'est le hasard, comme un éclair illuminant une vie déjà faite et solidement construite malgré l'exil, qui est à l'origine de ce précis de civilisation Congo. Il y avait à Paris un musée dédié à la culture des pays autres, plus précisément à la partie centrale du continent africain découverte depuis guère plus de 100 ans. Incorporé à l'empire colonial français, puis rendu à son indépendance. Ce musée, bien évidemment, avait pour ambition de faire connaître aux Parisiens et à l'Europe les arts et la civilisation de cette partie de l'Afrique où naquit Olivier. L'exposition de 2002 au musée d'Aper, intitulée « Le geste Congo fut un choc », c'était la démonstration éclatante que cet essai de l'art de l'autre manquait son but et qu'il témoignait au contraire d'une incompréhension totale. Comme si, au musée du Louvre, les cartels se contentaient de nommer saints les anciennes statues de pierre ou de bois, en oubliant de préciser qu'il s'agit du Christ, d'une Vierge, d'un Saint Joseph, d'un Saint Antoine ou des nombreux saints du ciel des chrétiens. C'est que, commente l'ethnologue, les études savantes, préalables obligées d'une exposition restant soumise à la rigueur objective de l'œil occidental, se contentent d'élaborer des classifications élémentaires, puisqu'une religion autre, empreinte d'animisme, ne peut être que rustique. L'Europe et le monde entier étaient ainsi conviés, en 2002, à voir dans l'abondance des témoignages plastiques Congo une dichotomie simplette entre un Kisi et un Kishinkondi. Mais pourquoi parler d'études lorsque l'objet de l'exposition, la statuaire Congo, sortie de son contexte par la violence et la prédation, était arrivé dans les musées et chez les collectionneurs sans la moindre information? Comment garnir un cartel dans ces conditions? Pourtant, tournant du XXe siècle, un missionnaire suédois a récolté une immense documentation sur ces fétiches destinés à disparaître sous l'impulsion bienveillante de la religion chrétienne. Mais le copieux résumé publié en Suède et en anglais
était épuisé depuis longtemps et, faut-il le croire, inaccessible aux auteurs du catalogue du geste Congo. Karl Lamont, en réalité, un collègue qui fut chargé de publier un résumé des cahiers qu'il avait rapportés, se perdait dans l'immense variété d'un kissi dont beaucoup paraissent ou paraissaient remplir les mêmes fonctions sous un nom différent dans des zones distinctes de l'ère Congo. Pour s'y retrouver, l'auteur du résumé suivit des indications des catéchistes qui avaient collecté la documentation en classant les statuettes et leurs attirails, négligés par l'acheteur européen, dont les noms, les attributs et la sphère d'action étaient soigneusement notés en 3 groupes. Kissi d'eau et du ciel, cette dualité, plus dynamique que la séparation entre un kissi et un koni, est restée largement ignorée des montreurs de culture, comme si la louange d'artistes demeurait inconnue, mais que de subtiles considérations esthétiques pourraient un jour identifier, pouvaient suffire à combler le gouffre entre civilisations en arrimant des siècles de création sur le bord occidental de la valeur marchande. Comme si point n'était nécessaire, ni même utile, de connaître quelques rudiments de culture locale pour apprécier la valeur esthétique et sémantique, on dirait aujourd'hui cognitive, des artefacts religieux des pays autres. Le chapitre 4 pose ainsi, sans aucune acrimonie, la question: à quoi sert un musée? Le visiteur Congo, maintenant le lecteur du catalogue, peut-il obtenir des informations sur sa propre histoire en visitant les musées dédiés aux civilisations non occidentales? La réponse nous est donnée en toute simplicité, c'est non. D'où l'intérêt de ce précis qui répond au besoin de faire entendre un témoignage direct qui est absent, sinon écarté, par les institutions européennes. La fondation d'Aper a cessé d'exister. Le musée du Quai Branly, qui a récupéré une partie de ses biens, diffuse une consigne impérative et tente de l'imposer au musée de province. Il faut parler seulement d'esthétique, et surtout pas de civilisation, ni même d'ethnologie. Oubliez cet espoir de reconnaître les civilisations autres et le remplacer par la célébration de la valeur marchande, valeur estimée universelle, des productions matérielles réduites à leur apparence visuelle. Nos saints catholiques, il est vrai, sont identifiables au premier coup d'œil à cause des symboles qui les accompagnent. La clé pour Saint-Pierre, le pourceau pour Saint-Antoine, le chien pour Saint-Roch, la diversité des kissi et leur langage symbolique des routes profanes occidentales à qui il faut alors faire d'une nécessité vertu. Il lui faut, plus précisément, cacher la violence qui a dépouillé de leur identité les objets arrivés dans les musées et la remplacer par des éloges pompeux qui tiennent lieu d'une histoire de l'art.
une définition archaïque des sociétés autres, sans écriture, verrouille toute curiosité à l'égard de l'histoire de leur production plastique, comme si leur existence commençait avec l'arrivée sur le sol métropolitain. La récente exposition de 2017 dans les forêts natales suit cette consigne jusqu'à la caricature, et les cartels ont réduit la vie des objets exhibés à la succession de leurs propriétaires européens. L'urgence ressentie par Olivier n'empêche pas la modestie, comme l'indique le titre Récit de civilisation. C'est le travail d'un homme seul, porté par cette invraisemblable situation, montrer que la civilisation Congo existe et perdure dans le maelstrom de la mondialisation et qu'elle peut perdurer. Un seul homme peut-il contenir toute sa culture, faire vivre une civilisation tout entière? La question n'est pas vaine, même si elle ne se pose pas ici de façon aussi drastique, puisque les Congos vivent toujours dans leur terre natale et qu'ils sont multipliés par une diaspora qui entend ne pas oublier ses racines. Ce sont d'ailleurs les lecteurs espérés de ce livre. Quelle est la valeur d'un témoignage unique? Quelle réalité peut relier un individu à l'ensemble de son groupe? Le premier exemple qui vient à la mémoire est aussi célèbre que particulier. Ishi, extrait de sa prison, est invité en 1911 par Alfred Louis Kroeber au musée d'anthropologie de l'Université de Californie à San Francisco. Était le dernier des Yai, Wintu ou Maïdou pour certains, mais tous anéantis par la progression européenne en Californie. Et son témoignage permit de garder une trace précieuse des civilisations amérindiennes. Son histoire fut écrite tardivement par l'épouse du Kroeber, Théodora, et vulgarisée en France par la collection Terre humaine en 1968, Ishi, testament du dernier Indien sauvage de l'Amérique du Nord. Ici, il ne s'agit pas de testament. C'est le travail d'un homme qui utilise sa vie, ses souvenirs et son expérience comme un matériau à la fois original et englobant pour présenter une culture spécifique. Investigation ethnologique réalisée à partir de soi, pourrait-on dire? Aurait-elle une place de collection? Terre humaine de Jean Mallory. Jean qui voulait éclairer cette vérité du jeu et de l'intime, si méprisé de nos savants au nom de l'objectivité scientifique. Malgré ce désir fondateur, la collection contient peu d'autobiographie. Le premier livre, Les derniers rois de Tulé, est écrit par l'observateur étranger, porté par l'urgence de conserver une réalité qui s'efface. Mais on le sait, les Congos ne sont pas en train de disparaître de la surface de la Terre,
même si l'uniformisation du monde érode quelque peu leurs particularités. Dans Précis de civilisation Congo, il s'agit d'aborder une totalité indivisible en choisissant des fragments qui y donnent accès. La multiplicité quasi infinie des statuettes sacralisées ouvre sur une pratique thérapeutique et divinatoire qui caractérise chez les Congos la connaissance intime de la nature inséparable de l'humanité. Cette conception de la totalité est encore rejetée par beaucoup de savants occidentaux pour qui, par exemple, les poisons qui tuent plantes et animaux ne sauraient nuire à l'espèce humaine. C'est dans le chapitre 6, Binsamu, Conte et Comptine, que l'ethnologue plonge avec bonheur dans la profondeur historique de la mémoire qui sert de socle à la tradition orale si décriée par les historiens occidentaux. Olivier rappelle un souvenir particulièrement chaleureux, celui de l'art théâtral avec lequel sa grand-mère illustrait les contes qu'elle racontait dans l'obscurité grandissante du soir, maigrement éclairée par la lueur du foyer des femmes sis à l'écart du hangar où les hommes discutaient des affaires en cours. À vrai dire, la description de la gestuelle qui dramatisait les contes ne figure pas dans Précis de civilisation. Mais vous pardonnerez à l'ethnologue de rappeler que cette description si vivante, insérée dans le premier article qu'Olivier a publié sur ce sujet dans l'autre, ces contes, du moins le cycle de l'antilope naine et du léopard, ont été publiés par Karl Lamont dans les versions recueillies par ses catéchistes au tournant du XXe siècle. Versions accompagnées des bruitages employés par les narrateurs. Quel plaisir de les retrouver à l'identique dans le gros livre au papier glacé et d'y superposer les gesticulations, les bons agiles de la grand-mère devant un parterre émerveillé d'enfants conquis. Le léopard, figure emblématique de l'autorité politique, est un personnage important de la culture Congo. Le corpus publié par Lamont le pose face à l'antilope naine qui, par contraste, représente un autre acteur de la politique. Le passé vécu dans les contes n'est pas édulcoré. Antilope et léopard sont également avides de pouvoir et de richesse, cruels au point de tuer épouse, mère et enfants. L'un et l'autre meurent dans plusieurs contes, mais l'antilope survit plus fréquemment que le léopard, assez balourd à vrai dire, et vaguement semblable à notre loup du roman de Renard. Sauf que chez nous, les loups ridiculisés est en perte de vitesse, alors que, en pays Congo, le léopard s'efforce en vain, pas toujours, d'annihiler l'antilope. L'affrontement se fait à propos de la richesse et tous deux accumulent les couvertures rouges qui symbolisent encore aujourd'hui une abondance matérielle venue par la traite de l'autre côté du monde. Ces cantonades grossières, utilisées en Europe
par les palefreniers sont devenus en Afrique centrale la démonstration matérielle d'un pouvoir réservé aux dirigeants ignoblement acquis par le trafic des esclaves. Mais baste, cela ne figure pas dans l'histoire racontée aux enfants. Vous m'avez offert la parole, j'en profite pour esquisser une histoire politico-économique qui me semble dériver de ces contes si nombreux, il y a 100 ans. Dans cette hypothèse, il met en scène l'opposition entre la richesse traditionnelle possédée légitimement par l'antilope et la richesse récente, on pourrait dire mal acquise, âprement recherchée et exhibée par le léopard. Dans les statuettes réduites à leur esthétisme par les musées occidentaux, elles se matérialisent, selon les enquêtes de Lamont, entre une kyssie d'eau et une kyssie du ciel. Aujourd'hui, l'eau est opposée au sec. Les premiers veillent sur un bien-être général, simple et frugal, la santé, les enfants. Les seconds, entachés de sorcellerie, encouragent les entreprises, presque toujours masculines, destinées à se procurer des biens matériels, guère pertinents pour la vie quotidienne. Tous les rebuts déversés par la traite, perles grossières, perruques, outils de mauvaise qualité, chapeaux hauts de forme, etc., mais auréolés de prestige et marqueurs d'une inégalité sociale grandissante, estimée malfaisante. On peut poursuivre l'opposition jusqu'à nos jours. Elle était pleinement opératoire lors de la création du rituel Lemba au XIXe siècle, qui peut être compris comme une tentative de légitimer la richesse venue de l'échange illégal en dotant le nouveau Nkissi de force d'eau. Lors des cérémonies, il fallait trembler, c'est-à-dire manifester le contact ressenti avec tous les esprits positifs qui sommeillent au fond des cours d'eau. Le tout premier recueil de littérature africaine en France ne fut pas l'œuvre d'un ethnologue, mais celle d'un poète et d'un romancier. Blaise Cendrars publia Les petits contes nègres pour les enfants des Blancs en 1928, 7 ans après sa première anthologie de la poésie nègre. C'était alors l'engouement pour les arts nègres. On disait nègre avant que le mot négritude devienne emblématique. Et il est remarquable que Cendrars se soit intéressé à la littérature orale, non aux amateurs d'exotisme, mais en lecteur ravi par la découverte de nouveaux filons d'inspiration et d'émerveillement. Missionnaires et chercheurs produisirent leur recueil de contes locaux, vers aussi quelques études savantes, toujours basées sur la copie des travaux européens et ligotées dans le carcan de classification. Aujourd'hui, les contes africains pullulent, témoignages personnels qui trouvent leur chemin jusque dans les maisons d'édition ou quêtes de romanciers qui y recherchent leur identité intime, considérant les contes
comme des fables philosophiques sur le sens de la vie de l'homme africain et universel. Sandrars fut le premier et le dernier à lier art plastique et jeu des contes dans leur inventivité créatrice. Un des derniers exercices sur la vertu des contes nous est donné dans le 3e tome des œuvres complètes de Chikaya Ntamsi. Il les présente selon le modèle dominant comme des leçons de sagesse venues des âges lointains, transmis par le conteur assis sous l'arbre du village, tout en recherchant la trace de l'histoire dans des contes recueillis par Frobenius à la fin du XIXe siècle. Olivier nous en fait découvrir un tout autre scénario, celui d'une transmission grand-maternelle, familière et théâtrale à la fois, plongeant aussi ses racines dans le XIXe siècle et plus loin encore. Un chapitre est consacré au Nzonzi, celui qui parle, qui veille à l'harmonie de la société lorsque des conflits éclatent et qui veille avant que les conflits ne surgissent. Médiateur et avocat à la fois, il est l'acteur politique de base de l'idéal Congo. On le voit surtout à l'œuvre dans les lieux du mariage qu'il s'efforce de garder dans le meilleur état possible. Ah, la dot, cheval de bataille des missionnaires qui voyaient un achat de l'épouse à proscrire. Tartre à la crème, des ethnologues à la poursuite d'un code matrimonial implacable et souci constant des colonisateurs obligés de garder les Nzonzi, nommés juges coutumiers, à côté, en dessous de la juridiction française. Olivier, en posant la question dans sa dimension intimiste, la vie commune, espérée harmonieuse d'un homme et d'une femme, y compris lors d'une séparation voulue sans conséquences fâcheuses, pénètre le noyau de la vie sociale, l'alliance entre le groupe de l'épouse et celui de l'époux qui, s'élargissant de cercle en cercle, fonde l'identité d'une société. Chacun des observateurs intervenants extérieurs n'a voulu considérer qu'un seul aspect de ces enchaînements entremêlés, faisant de ce pivot de toute société une mécanique sans âme ni compromis. Or, ce sont bien les Nzonzi qui tissent le lien entre les divers groupes. C'est leur médiation, enrichie par une éloquence remarquée, qui maintient la société en vie. Leur intervention, dont la rupture causée par la mort, le foie, toujours accueillie comme un scandale, ouvre sur le maintien de la cohésion nécessaire, une étape de la sagesse Congo. Le colonisateur n'a pu détruire cette cohésion. Il l'a abandonnée sur place aux mains des juges coutumiers. L'actuelle diaspora, qui ne va pas diminuer, pose la question du rôle de ces médiateurs dans la globalisation. La réponse est chez les lecteurs. L'esprit de résistance chez les Congos s'écarte encore plus de la norme ethnologique. C'est à l'historien de prendre le relais, aux juristes, à toutes les ONG, sœurs, qui épaulent la FCD, la Fédération des Congolais de la Diaspora, créée au Palais Bourbon à la fin de 1999, Olivier doute de l'histoire en tant que science exacte, depuis qu'il a appris à l'école que ses ancêtres étaient des Gaulois aux yeux bleus.
Et voilà qu'il en doute plus encore en assistant aux contrefaçons dont les dirigeants modernes sont coutumiers. La nouvelle coutume qui a cours aujourd'hui consiste en effet à travestir la réalité et à la plier dans le moule de l'authenticité illusoire d'une république qui n'en a que le nom. C'est une distorsion continuelle de l'histoire imposée par la volonté de maintenir une économie extractive dans les pays dotés de richesses naturelles, le pétrole pour le Congo, les bois tropicaux et quoi encore. Olivier en rappelle à Stéphane Hessel pour faire surgir l'indignation. Il n'est pas seul à dénoncer cette emprise néfaste. Son témoignage rejoint le flot des actions humanistes et juridiques venant des Européens, sans guère de succès jusqu'à présent. La nouvelle coutume est, en effet, plus ancienne qu'on le pensait. Elle a pris naissance au début du XXe siècle, à peu près au moment où les catéchistes de Lamont consignaient les attributs des Kissi et les prodiges du léopard dans leur langue écrite, aujourd'hui indéchiffrable, tant la langue parlée a évolué. Le rapport Brazza vient d'être transcrit en bande dessinée en 2018, car c'est la version frauduleuse qui fut publiée en 2006, 100 ans après sa rédaction. Les dirigeants actuels du Congo, les médias locaux et internationaux agissent exactement comme en 1905, quand il fallut, après la mort de Brazza, rédiger le rapport qu'il ne pouvait plus signer. Le document fut expertisé par une commission dont aucun membre n'avait mis les pieds au Congo. Il fut imprimé en 10 exemplaires qui ne furent pas rendus publics. Un seul trouva sa place dans les archives, accompagné d'une énorme documentation qui n'est pas encore traitée par l'histoire officielle. La BD est sous-titrée « Le premier secret de l'État de la France-Afrique », car il ne faut toujours pas reconnaître que la colonie du Moyen Congo acceptait que les sociétés concessionnaires traitent les indigènes avec encore plus de férocité que les Blancs du Congo belge. Certes, on ne coupait pas les mains des récolteurs du caoutchouc. Lamont avait réussi à faire entendre son indignation. On se contentait de faire mourir de faim leurs femmes et leurs enfants dans une prison privée. Et cette information figure seulement dans la BD et n'avait été mise dans le rapport. Aujourd'hui, les Congolais survivent difficilement, sans école ni hôpitaux, ne parlons pas d'eau courante ou d'électricité, à côté des palais, des voitures, des avions exhibés par les tenants d'une administration toujours inféodée aux compagnies mondialisées. Le moindre geste de révolte est étouffé par la menace de raviver une guerre civile maintenue, latente par le pouvoir en place. Analyse Olivier. Cela, depuis l'écrasement de la tentative d'Ange Diawara en avril 1973. La révolution venait de dévorer ses enfants et inaugurait une liste discontinue de crimes politiques qui vont désormais
se banaliser dans notre pays. Note calmement Olivier, qui fut un fidèle du Diawara, emprisonné, condamné à 15 ans de travaux forcés, puis relâché et évacué sanitaire en France en 1984. 40 ans après, une chape de silence sans équivalent recouvre cette histoire peu commune, écrit-il encore. Coïncidence ou incitation supplémentaire pour nourrir l'esprit d'indignation? 2 livres récents publiés en 2017, cités dans la biographie, jettent la lumière sur cette révolution avortée. Les mémoires de l'enseignante française qui participa à l'entreprise et celle de l'avocat Henri Leclerc qui obtint la clémence pour les conjurés survivants. Le 2 février 2006, comme le rapporte Olivier, fut créée une coalition entre la FCD et des ONG sœurs pour lutter contre les paradis fiscaux et judiciaires, dans un silence médiatique sépulcral. On peut ajouter un autre événement de la même année qui échappe à la vigilance des médias français: l'exhumation de Brazza, l'explorateur devenu homme d'État et sa famille, extraits de leur cimetière algérois, ne reçut l'autorisation de ses héritiers que sous condition. Le président du Congo s'engageait, entre autres, à restaurer le lycée Savorgnan de Brazza. Le mausolée en marbre de Kararé fut splendidement inauguré à Brazzaville en 2007, sous l'œil attendri des observateurs et hommes d'États internationaux. Et le lycée continue de se dégrader, aujourd'hui, dans le silence des médias. Un peuple entier est privé d'éducation. Comment appeler cela? Génocide culturel? L'on a demandé à la comparse de prendre la parole. J'ai probablement dépassé les minutes de la préface. Il est temps de prendre la plume à Olivier, qui nous propose le précis des civilisations Congo. Pour en retenir les aspects fondateurs, c'est-à-dire immatériels et moraux, et voir comment ils peuvent nous servir de nos jours. Marie-Claude Dupré. Lecture de la 4e de couverture, une Chikamanu, l'art de l'autre, précis de civilisation Congo. Essai. C'est le travail d'un homme seul, porté par cette invraisemblable situation, montrer que la civilisation Congo existe et perdure dans le maelstrom de la mondialisation et qu'elle peut perdurer. Signe Marie-Claude Dupré, anthropologue, docteur d'État en histoire politique africaine. Que veut dire être Congo aujourd'hui pour des milliers d'hommes et de femmes qui ne regardent pas seulement vers le passé, mais vers l'avenir et s'interrogent sur les valeurs à transmettre à leurs enfants? Olivier Bidunga nous répond
en se distinguant de la recherche africaniste classique par son regard intime sur les fondements de cette grande culture. Loin de son pays, le Congo-Brazzaville, il a conservé un souvenir intact de ce qu'il a pu observer enfant et adolescent à Ngampiema, en pays Lari, dans le Poul. Il n'aura alors de cesse de creuser sa mémoire pour retrouver les traits de la culture Congo en voie de disparition, de s'interroger sur sa langue, l'étymologie des mots, le sens des proverbes et l'origine des institutions Congo. Conseillé par Marie-Claude Dupré, anthropologue, docteur d'État en histoire politique africaine et ancienne chercheuse au CNRS, ainsi qu'Étienne Féot, conservateur en chef du patrimoine, spécialiste de l'art africain, Olivier Bidunga nous livre un récit d'une justesse rare pour préserver et défendre la culture Congo. Auteur de plusieurs articles dans les revues L'Autre, Droit et Culture et Anthropoweb, créateur de l'association ADECA, Association pour le développement culturel et artistique, et cofondateur de la FCD, Fédération des Congolais de la Diaspora, Olivier Bidunga s'efforce de donner sa voix à la culture Congo. Il envisage de créer sur Internet un musée virtuel qui rassemblerait les chefs-d'œuvre de son pays dispersés dans les différentes collections du monde. En 2015, Olivier Bidunga est fait chevalier des arts et lettres par Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture et de la Communication. Chikamanu, aux éditions Amalté. Cet ouvrage peut également se trouver chez Amazon et à la FNAC. Vous pouvez également en faire la commande sur le site de la Fédération des Congolais de la Diaspora, FCD. Merci.